Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 25 février, 3 titres au sommaire de cette édition. Tout d'abord, l'Union européenne hausse le ton contre les autorités rwandaises. L'UE est prête à appliquer des sanctions contre le Rwanda pour son rôle dans la guerre dans l'est de la RDC. Nous appellerons notre correspondant à Bruxelles. À suivre dans un instant, reportage RFI en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne entre dans plusieurs camps de réfugiés pour, dit-elle, traquer des terroristes. Témoignage à suivre, recueilli au camp de Jenin. Et puis enfin, arrêté samedi en Roumanie, il sera ce soir à Paris avec des menottes autour des poignets. Mohamed Amra vient de quitter en avion Bucarest pour rejoindre la France. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis depuis le début de la semaine à Bruxelles. Ils évoquent les combats dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. Ils se penchent sur le rôle du Rwanda en soutien au M23. Et pour cela, ils ont décidé d'appliquer des sanctions. Explication, Pierre Benazet. Une première salve a été tirée par les Européens à l'encontre du Rwanda, la suspension du dialogue politique de sécurité et de défense, et les 27 soulignent que c'est un signal politique fort qui met le Rwanda face à ses responsabilités. Mais il est vrai qu'une deuxième salve avait été prévue, à savoir des sanctions contre une entité rwandaise et 9 responsables des violences dans les Kivu. Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel, a choisi d'exercer son droit de veto puisque ces décisions doivent se prendre à l'unanimité. Pour lui, c'est juste une mise sur pose des sanctions, un sursis destiné à donner des chances d'aboutir à la réunion ministérielle conjointe du 28 février entre la communauté de développement d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Xavier Bettel. Et je pense qu'il est important, avant de vouloir prendre des sanctions contre le Rwanda, d'attendre ce résultat, ces 3 ou 4 prochains jours, pour voir si on va dans la bonne direction. Mais tout en disant cependant qu'on est d'accord pour que de nouvelles sanctions soient prises, pour en fait augmenter la pression. Car si on prend des sanctions aujourd'hui, quel est le risque ? C'est que les partis ne se sentent pas motivés à faire des efforts qui sont nécessaires. Donc de dire que si vendredi aucun effort n'est fait, des sanctions seront prises à l'encontre du Rwanda, je pense, permettront d'avancer plus rapidement que de décider avant que des négociations aient lieu de sanctionner quelqu'un. La position luxembourgeoise a été fraîchement accueillie par les partisans de sanctions immédiates. Ils affirment que l'UE possède d'autres munitions et envisagent de suspendre aussi l'accord avec le Rwanda sur les matières premières critiques. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI. D'autres sanctions contre le Rwanda, sanctions venues du Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a annoncé la suspension de la majorité de ses aides financières au Rwanda. Les hostilités doivent cesser immédiatement. Les récentes offensives du M23 et des forces de défense rwandaises et notamment la prise de Goma et de Bukavu constituent une violation inacceptable de la souveraineté de la RDC, précisent les autorités britanniques. La guerre en Ukraine, une réunion des 27 dirigeants de l'Union européenne aura lieu demain, mercredi. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se réuniront en visioconférence pour faire le bilan de la rencontre hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump, rencontre centrée sur l'Ukraine. Le journal en français facile. L'actualité internationale marquée aussi par ce qui se passe à Jenin. Jenin, grande ville située dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne est toujours présente, et ce en dépit du droit international. Après avoir fait entrer des chars dans cette ville, l'armée israélienne a intensifié, a augmenté ses opérations, ce qui oblige environ 15 000 habitants, des hommes, des femmes et des enfants à quitter les lieux. Notre envoyé spécial, Pierre Olivier, a pu entrer dans ce camp. Écoutez son reportage. La rue principale du camp de Jenin n'est plus qu'une énorme flaque de boue. Un bulldozer israélien blindé termine de défoncer la route. À l'intérieur, un soldat nous fait lever de la victoire. Dans le camp désert, nous tombons sur Swahib, 18 ans. On est retourné à la maison chercher des affaires, des habits, car on est parti sans rien. Mais en sortant, les Israéliens nous ont arrêtés. Et ce matin, un type a été blessé à la main par un sniper. Il est là-bas, dans l'immeuble.
Tu vois, si tu approches, tu le vois. Soudain, l'armée israélienne vient de faire exploser une maison dans le camp. Elle soupçonnait un combattant du djihad islamique d'y habiter. Un peu plus loin, l'une des routes qui mène à Jenin est impraticable. Hier, les chars sont entrés avec des bulldozers. Ils ont soulevé la route. Les gens leur jetaient des pierres et des cocktails Molotov. L'occupant fait ça pour nous casser le moral. Mais ça ne sert à rien. C'est notre patrie. On restera ici pour toujours. À côté de la mosquée, Majdal, 15 ans, est en pleine lecture. Elle prête à peine attention aux blins des Israéliens. Depuis 2 mois, nous, les élèves du camp, on ne va plus à l'école. Elle est fermée. Moi, je suis des cours en ligne, mais la majorité des élèves déplacés n'a pas accès à Internet. Mais tout ça, moi, ça me motive à continuer les cours pour défendre ma patrie avec le savoir. Tout à coup, à quelques mètres, un jet d'eau jaillit du sol. L'armée israélienne vient de casser une canalisation. Pierre-Olivier Jenin, RFI. Radio France Internationale, oui, il est 17h06 à Paris. Il fut l'ennemi public numéro 1 pendant 9 mois. Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie samedi dernier après son évasion ultra-violente lors d'un transfert de prison au cours duquel 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été tués. Mohamed Amra a quitté cet après-midi en avion la Roumanie pour un retour en France. Alors comment le fugitif a-t-il pu organiser sa vie clandestine ? Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme, revient sur le réseau qu'entretenait Mohamed Amra. Mohamed Amra, il pouvait compter à la fois sur ses amis d'enfance, quartier de la Madeleine à Évreux, et puis surtout ceux qu'il avait rencontrés au fil de sa jeunesse, quand on a 13-14 ans, on appartient à une bande, etc. Donc il avait autour de lui un réseau basé sur la fidélité d'abord de ces jeunes, et puis après il avait autre chose, il avait une arme fatale qui est le pognon. Mohamed Amra, il a pu s'acheter les fidélités qu'il n'avait pas, grâce à l'argent qu'il a accumulé en carottant à droite à gauche, en commandant des cargaisons de shit ou de cocaïne qu'il ne payait pas. Donc, ce qui rapporte énormément d'argent à partir du moment où on vole. Donc, il s'est imposé là-dedans, il s'est constitué un magot et ceux qui n'étaient pas ses amis le sont devenus grâce au pognon. Carotter qui signifie arnaquer, Frédéric Ploquin au micro de Laurence Théo. Dans l'océan Indien, la Réunion va passer en alerte orange cyclonique à partir de demain 14h et ce en raison de la tempête Garance. Tempête qui pourrait s'intensifier au stade de cyclone, annonce la préfecture de l'île française. Ce niveau d'alerte, 2e des 4 du dispositif cyclonique, signifie qu'un phénomène météo représente un danger pour l'île dans les 24 heures à suivre. Et puis enfin, le silence comme cri de désespoir des chanteurs et des musiciens britanniques sortent un album silencieux. Une manière de se faire entendre. Ils protestent contre un projet du gouvernement britannique, une nouvelle loi sur les droits d'auteur. Autrement dit, l'argent perçu par les artistes quand leur musique est diffusée. Ce projet favorise l'IA, l'intelligence artificielle, ce que dénoncent plusieurs artistes. Emeline Vin est à Londres. 12 pistes, 47 minutes de quasi-silence. Mis bout à bout, les titres de l'album « Est-ce cela que vous voulez ?» forment la phrase « Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le pillage musical pour le bénéfice des entreprises de l'intelligence artificielle ». Parmi les 1000 artistes qui ont enregistré leur studio vide, Kate Bush, Hans Zimmer ou encore les Clash, le silence de l'album représente selon eux l'impact qu'auront les plans du gouvernement sur l'industrie musicale britannique. Downing Street envisage d'autoriser les entreprises de l'IA à utiliser des œuvres pour entraîner leur modèle génératif sans avoir à verser de droits d'auteur. Une quarantaine d'artistes publient aussi ce mardi une lettre ouverte dans le Times, parmi lesquels Ed Sheeran, Elton John et l'acteur Stephen Fry, pour dénoncer une mesure qui risque de saper la créativité britannique. Le gouvernement rappelle que le projet est encore en phase de consultation, mais juge nécessaire l'assouplissement des lois liées au copyright pour attirer les investissements technologiques. Emeline Vin, Londres, RFI. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur un site internet françaisfacile.rfi.fr.